crazy. That shit crazy. That shit crazy. Walk so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crazy. That shit crazy. She said, yeah, can we get married at the mall? Bonjour. Alors, donc nous sommes en direct de Skype. Je suis actuellement sur la côte est des États-Unis et vous vous trouvez à Londres. Tout d'abord, C'est bien ça. Tout d'abord, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Un bon week-end sportif à Londres où j'ai eu l'occasion de regarder notamment l'équipe de France qui jouait contre l'Écosse au rugby et j'ai suivi ensuite la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Un beau match entre Liverpool et Cardiff. On travaillait un petit peu dessus, donc j'ai eu l'occasion d'aller au stade tout à l'heure. Je suis pas resté jusqu'à la fin, mais c'était quand même sympa à voir. Et bah ça va plutôt bien, prêt pour reprendre le boulot demain matin. Alors justement, vous êtes un Français expatrié à Londres. C'est et vous ça. exercez justement un métier assez particulier. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Oui, bien sûr. Alors, je travaille pour une société qui s'appelle Opta. C'est une société anglaise qui a été fondée en 96. Et notre métier, c'est de collecter, d'analyser et ensuite de proposer les données sportives aux acteurs du monde du sport. C'est-à-dire que, notamment sur le football, parce que c'est le sport qui nous intéresse principalement, on regarde tous les matchs dans les championnats qu'on décide d'analyser. Donc pour faire simple, on a les 5 grands championnats européens, des compétitions comme la Ligue des Champions et l'Europa League, les grandes compétitions. Les 5 grands championnats étrangers. Les 5 grands championnats européens, c'est ça. Donc ce qu'on considère comme les 5 grands championnats européens, c'est bien sûr l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France. D'accord. Et donc je disais aussi les compétitions européennes, les grandes compétitions organisées par la FIFA, les compétitions sud-américaines, et puis forcément ça se développe parce qu'il y a de plus en plus de demandes, que ce soit des médias ou de la part des clubs professionnels, qui sont deux types de clients que l'on peut avoir. Et donc je travaille dans cette société en tant que Customer Account Executive, c'est-à-dire que je suis quelque part entre les commerciaux et le marketing. En fait, je m'occupe de gérer les plus gros clients de mon territoire, donc qui est composé de la France et du Benelux principalement. Je peux être amené à travailler sur d'autres territoires temporairement comme le Royaume-Uni ou le Danemark par exemple. Et donc mon travail, c'est la mise en place des outils qu'on vend chez le client. C'est-à-dire que par exemple, pour ne pas le nommer, Canal+, qui est un de mes clients, Canal+ décide de mettre en place un programme de statistiques sur son antenne, sur les matchs de Ligue 1, sur les matchs européens. Ben moi, je suis chez Opta, la personne qui les aide à faire ça. Je leur explique comment nos produits fonctionnent, comment optimiser l'utilisation. Ça va jusqu'à la mise en place technique. Enfin, bref, je fais un peu tout. J'ai la chance d'évoluer au sein de la partie, je dirais, France et Europe, et la France, c'est un marché qui est nouveau pour nous dans notre métier. Donc il y a énormément de choses à faire. Et j'ai la chance de pouvoir toucher un petit peu à au marketing, à la communication. Donc c'est un poste qui est assez vaste, qui me permet de toucher un petit peu à tout, et c'est ce que j'aime faire. Alors, comment en êtes-vous arrivé là? Quel a été votre parcours justement pour atterrir à Londres oui. Alors mon parcours, je pense qu'il aurait été atypique il y a quelques années, il y a un petit peu moins maintenant, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle la gap year, donc l'année de césure, comme on dit en français, est devenu un peu plus commun. Mais mon début de parcours à Londres, qui se passe il y a 4-5 ans en arrière, quand je fais une pause entre j'allais dire bachelor, qui est le nom anglais, mais ma licence et mon master, donc j'ai pris un an, je parlais pas du tout anglais. Je venais d'avoir une licence TAPS et je savais pas trop vers quoi me tourner pour mon master. J'avais eu des expériences notamment dans le journalisme sportif qui avaient pas été forcément concluantes. Donc je me suis dit, on va partir comme ça. J'avais envie de tester ma mobilité parce que je suis quelqu'un qui est assez attaché à ses amis, à sa famille, à l'endroit d'où je venais. Donc c'était aussi une période de ma vie qui était un peu difficile. Donc je me suis dit, bon allez, on se lance. On va faire un an là-bas et on voit comment ça répond, si ça me convient. Et j'ai passé probablement la meilleure année de ma vie à Londres où je travaillais simplement dans un bar et j'ai rencontré des gens de partout, différents horizons, différentes cultures, et ça a été extrêmement enrichissant. Donc je suis rentré à Paris à la fin de cette année-là dans l'idée de continuer mes études dans le sport parce que c'est vraiment ce qui me drivait, c'est le fait d'être dans le monde du sport.
Je suis entré dans une école de commerce qui s'appelle Amos et qui est donc réservée uniquement aux étudiants en management et en marketing sportif. J'ai fait ça D'accord. pendant 2 ans, dont la deuxième année en alternance à Londres, je pense une fois par mois pour faire ça. Et donc j'ai commencé à travailler à Opta comme ça. Et mon choix s'est porté sur Londres pour mon alternance parce que pour moi, travailler dans le sport en Europe, c'était là que ça se passait. Ils ont la meilleure ligue de football du monde. Ils ont les Jeux Olympiques cette année. Mhm. Ils ont un système sportif qui marche très bien. Ils ont une ligue de rugby qui est excellente. Ils sont aussi ouverts, plus ouverts entre guillemets que les autres pays européens sur les nouveaux sports de combat comme l'UFC. Donc voilà, pour moi, c'était un peu l'épicentre du sport business européen. Et j'ai pensé que pour débuter ma carrière dans le management et le marketing sportif, c'était l'endroit où il fallait être. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous collaboriez avec une chaîne de télé, une grande chaîne de télé française qui s'appelle Canal+. Est-ce qu'il vous arrive aussi de travailler avec des clubs? Oui, bien sûr, on travaille. Alors, la particularité d'Opta, c'est une boîte, c'est une société pardon, qui est internationale. Donc on voit ce qui se passe à l'échelle mondiale et c'est intéressant de voir qu'en France, notre base clientèle est exclusivement média. Donc on travaille avec quelques clubs. On a travaillé avec on travaille avec l'Olympique de Marseille notamment depuis cette année. Mais D'accord. en Angleterre, par exemple, on travaille avec énormément de clubs. On travaille avec Manchester City, on travaille avec Liverpool, on travaille avec Chelsea, on travaille avec Arsenal. En Espagne, on travaille avec le Real de Madrid. En Italie, on travaille avec la Fiorentina, avec le Napoli. On a travaillé un petit peu avec le Milan AC. Donc c'est quand même effectivement des équipes qui sont de renommée mondiale. Mais ces décisions de travailler avec vous, ça vient principalement des entraîneurs, ça vient d'un président, ça vient de qui en Ça fait? varie, mais sur le volet pro, parce qu'on peut travailler avec les clubs je dirais dans deux secteurs, c'est la partie marketing où là on va travailler sur des match changers sur le site internet, sur des choses comme ça. Sur Mhm. le côté pro, ça vient du staff technique. D'accord. Ça vient clairement de la, je dirais du département performance, qui est un nouveau département dans les clubs, qui est notamment composé d'analyse vidéo. Donc leur ancien métier à ces gens-là, c'était simplement de dérocher les vidéos des anciens, pardon, des futurs adversaires. Et puis Mhm. avec le temps, bah, ils ont pris plus de responsabilités parce qu'effectivement leur travail a commencé à être reconnu, il y avait un vrai sens tactique pour les coachs de s'appuyer sur la vidéo. On entend souvent parler de Mourinho qui fait 7-8 heures de travail vidéo avant les matchs. Bah, la vidéo, c'est pas simplement regarder un match et les actions chaudes, c'est aussi savoir le découper par séquence de jeu, par ligne, par joueur, voir pourquoi ce joueur est intéressant à observer, pourquoi il ne l'est pas. Et nous, on travaille et amener de la stat par-dessus ça. Par exemple, c'est intéressant pour savoir pour votre milieu droit, de savoir quelle est la faiblesse de l'arrière gauche qu'il va avoir affronté. Donc, donc, D'accord. donc, C'est, c'est, ouais. c'est très intéressant parce qu'en général, quand on entend le mot stat, on a envie d'entendre le mot quantitatif. Visiblement, vous faites aussi du qualitatif, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans de l'analyse beaucoup plus poussée. Mais en quoi justement, il y a vraiment un véritable apport pour les clubs par rapport il y a 10-15 ans, où on était un peu moins dans ça. L'apport, il est à différents niveaux. Je pense que le principal, l'intérêt de ça, il est quand même avant tout économique. Hum, Si on essaye d'élargir un petit peu la vue qu'on a sur ça, c'est-à-dire qu'on est on est dans un modèle sportif et économique qui est assez nouveau. C'est-à-dire que les sommes qui sont investies dans le football maintenant sont tellement importantes qu'il faut laisser de moins en moins de place à l'aléatoire. Je veux dire, quand on d'accord. a des investisseurs, quand on a des boards, des présidents qui mettent de l'argent dans un club, ils ont besoin de savoir où ils vont, ils ont besoin d'avoir des garanties, entre guillemets, sur les résultats, autant que possible, même si forcément on est dans un sportif, il y a toujours une partie de magie qui subsiste. Mais voilà, nous, on utilise nos logiciels principalement sur le niveau pro pour deux raisons. C'est le recrutement Hum, et l'observation des performances et de l'équipe et des adversaires. Donc l'objectif pour un club, il est simple. Dans le recrutement, à savoir, c'est miser sur entre guillemets, sur le bon cheval. À savoir, je vais mettre tant d'argent sur cette personne-là parce que j'ai besoin de lui. Je prends un exemple
concret. J'ai besoin d'un joueur qui est très bon de la tête, qui dévie beaucoup de ballons, qui a une bonne présence défensive, mais qui joue quand même attaquant. Bah, clairement, le profil, c'est Waro, ou c'est Chamac. Mais pourquoi je prends ce joueur? Est-ce que les stats reflètent l'image qu'on peut avoir de ce joueur? Ça, c'est important. Et un président qui va mettre 15 millions d'euros sur un joueur, il a besoin, entre guillemets, de savoir, ou alors ça le rassure de savoir que le joueur en question réussit 95% de ses déviations de la tête, ou ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est aussi extensible à d'autres sports? Est-ce que vous pouvez vous impliquer, par exemple, dans le rugby, Bien sûr, ouais, on est déjà très impliqué dans le rugby. Après le football, je dirais que c'est le deuxième sport avec lequel Opta travaille le plus et pour lequel Opta travaille le plus. En France, je dirais même qu'au niveau pro, c'est le premier. On travaille avec 7 clubs du top 14. D'accord. Donc c'est la moitié du championnat qui travaille avec nous sur des logiciels, plus sur des logiciels pas de prédiction, mais de repérage de l'adversaire, donc à savoir connaître les performances de l'équipe qu'on va avoir en face au week-end prochain, savoir quel est leur pourcentage de réussite de lancer en touche, leur pourcentage de mêlées gagnées, tout ce genre de choses. Et oui, c'est complètement extensible à d'autres sports. Après, ça vient même d'autres sports, hein, l'utilisation des statistiques dans le sport, ça vient des États-Unis. Oui. Ça vient avant tout du baseball. C'est quelqu'un qui s'appelle Billy Beane, qui était manager des Oakland Athletics, qui a en fait, lui, a décidé, avait un tout petit budget et pour rivaliser avec les cadors, entre guillemets, de la MLB, il a décidé de se baser sur les statistiques pour recruter des joueurs qui étaient sous-cotés. Et comme ça, il est arrivé jusqu'en finale de playoff. Il n'a pas gagné, mais il est arrivé en finale de playoff. Et donc je pense que c'est un bon exemple et ça résume pas mal ce qu'est la stat, c'est-à-dire que personne ne dit que la stat c'est quelque chose qui va vous faire gagner ou qui va faire gagner, mais c'est un réel outil d'optimisation de la performance. D'accord. Donc, donc voilà, et puis oui, donc en Angleterre notamment, on travaille également beaucoup. Alors, moi j'aimerais savoir quelle est la position des clubs français vis-à-vis de cette nouvelle façon de considérer le football. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez plus sur du média en Ouais. France que sur du club. Vous en connaissez les raisons ou c'est quelque chose que vous avez pas encore à cerner? Ouais, je pense que les raisons sont assez simples au final. Il y en a une je pense qu'il y en a une qui est assez, assez, assez classique entre guillemets quand on parle du football français. Il y a une raison qui est économique. On est quand même sur de la technologie, sur de l'outil technologique, donc c'est forcément quelque chose qui coûte plus ou moins cher. Euh, et donc les présidents de club ne sont pas toujours intéressés à dépenser là-dedans. Maintenant, il y a aussi quelque chose de culturel. Euh, la stat, pour schématiser très basiquement, la stat, c'est les chiffres. Et en France, on est dans un pays qui est très littéraire. Je veux dire, Oui. sans vouloir extrapoler complètement, la France, c'est le pays des philosophes, c'est le pays des Lumières. Donc, c'est c'est le pays du verbe. Et je pense que ça se ressent dans le mouvement sportif. C'est-à-dire que on fait on fait confiance aux gens, on fait confiance aux idées, plus qu'à du chiffre simplement, qui est quelque chose de plus froid, où il y a moins de ressenti. Et donc je pense que ça se voit, donc ça se voit dans les clubs par l'attitude des gens, mais ça se voit aussi dans les médias. En France, on peut pas donner un tableau de statistiques simplement basique à donner à un lecteur parce qu'il le lira pas. Pour lui, des chiffres dans un tableau, c'est du travail, c'est pas comprendre le sport. Alors que si on fait un graphique ou une infographie, là, ça lui parlera. Donc je pense qu'il y a un premier niveau qui est ici, c'est-à-dire le niveau culturel. C'est qu'on n'est pas habitué aux chiffres. C'est pas forcément dans notre culture d'associer le sport à quelque chose de très mathématique, de très calculé. On est plus dans une logique voilà, de sport et de valeurs sportives. Euh, ensuite, Vous avez été. Oui, ensuite. ouais. Dites-moi. Ensuite, je pense que le football français commence à jouer le jeu et commence à comprendre qu'effectivement c'est une manière entre guillemets c'est une manière alternative de réussir sportivement parce que comme je disais tout à l'heure on peut entre guillemets copier le schéma de Billy Beane qui recrutait des joueurs sous-évalués en regardant leurs statistiques. Ça peut très bien faire pour des clubs français qui justement pâtissent de leur budget relativement limité en comparaison aux grosses équipes européennes.
et pour utiliser les stats de cette manière. Pareil, quand on va jouer en Coupe de l'UEFA contre des équipes qu'on ne connaît que moyennement et par qui on est surpris. Je pense à Salzbourg récemment qui a battu le PSG 2-0. Voilà, avoir des données statistiques, des informations statistiques avant les matchs sur ce genre d'équipe, là encore, ça peut aider le football, le football français, je pense. Mais je pense que c'est en train de changer parce que il y a aussi quelque chose qu'on observe en France, c'est que les techniciens, les entraîneurs en France font partie de l'ancienne génération assez massivement. En tout cas, c'était le cas il y a encore 2-3 ans. Et je pense qu'avec une nouvelle vague d'entraîneurs, des gens comme Rémi Garde, qui ont travaillé à Arsenal avec Arsène Wenger, bref, des gens avec des idées fraîches et nouvelles, et avec je pense, une vision plus moderne du football, on va arriver progressivement à un peu standardiser, je l'espère, l'usage de la statistique. Et puis après, bien sûr, quand il y a des entraîneurs comme Carlo Ancelotti qui arrivent à son championnat, là aussi ça change la donne parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dans des clubs comme le Milan AC ou comme Chelsea. C'est des gens qui utilisent l'outil statistique depuis 10 ans déjà et qui sont familiers avec ça, par exemple. Alors là, c'est pas de la statistique, mais indirectement, ça s'y rapporte. Quand on voit que la première chose qu'il fait quand il arrive au PSG, c'est équiper les joueurs à l'entraînement de GPS. Donc c'est de la donnée tracking, pardon, qui est un petit peu différent de ce qu'on fait nous, mais ça reste dans le même état d'esprit. On est dans une logique d'approche technologique du sport. Donc voilà, je pense que ça a mis du temps, mais je pense qu'en France, ça va, on va s'y mettre, tranquillement. D'accord. Alors, justement, vous êtes en train de parler de Carlo Ancelotti et du PSG. Moi, j'aimerais juste que vous me donniez un petit sentiment. Là, on va sortir un peu du côté stats. J'aimerais juste que vous me donniez votre sentiment sur le nouveau PSG, sur le PSG version Qatari, comme le disent souvent les médias. Moi, je pense que c'est une excellente chose. Pour être très honnête avec vous, je suis plus qu'un observateur intéressé du Paris Saint-Germain. Je suis un grand supporter. J'ai été abonné pendant 12 ans. Je pense simplement que enfin ça arrive parce que la France, parce que Paris, parce que le sport français se doit d'avoir un club sportif un club de football pardon de premier ordre et que ça n'a pas été le cas pendant trop d'années alors qu'on dit beaucoup de choses sur les sommes investies mais dans le sport professionnel et spécialement dans le football, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et si on regarde les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions sur les 10 dernières années, c'était toutes des équipes qui avaient des budgets très élevés à au moins de 100 millions d'euros par an. Alors on me dit de temps en temps, on prend l'exemple de Porto. C'est des gens qui sont en général mal informés parce que Porto c'est des budgets, c'est de gros budgets aussi. Moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça va redistribuer un petit peu les cartes. Ça va faire du bien au football français parce que Paris et QSI va emmener dans son sillage l'ensemble du sport français. On a vu notamment les droits télé, ça a déjà commencé. On était dans une situation presque monopolistique avant où Canal+ faisait un petit peu ce qu'il voulait au niveau des droits du football. Et puis maintenant Al Jazeera est arrivé, redistribue un petit peu les cartes. Donc il y a une saine concurrence qui s'est créée entre ces deux acteurs. Et donc il y a plus d'argent investi dans les droits, mais ça veut aussi dire plus de retombées pour les clubs, pour tous les clubs, parce que chaque club touche un pourcentage des droits de télévision dans l'année. Donc non, j'en pense que du bien à titre personnel, parce que ça me fait plaisir de voir l'équipe que je supporte, voilà, avoir une équipe compétitive et avoir de réelles chances de gagner le championnat et d'être intéressant au niveau européen. Et aussi parce que je pense que ça va donner un petit coup de boost au sport français, notamment au football français, qui souffre de la comparaison avec ses voisins européens. Oui. De l'autre côté de la Manche, vous suivez encore tous les week-ends les matchs du PSG. S'il devait y avoir 2-3 joueurs qui s'en dégagent, enfin, cette année? Oui. Ouais, moi je rate pas un seul match. C'est vrai que la chance de travailler dans le milieu du sport, ça me permet de voir tous les matchs, de voir tous les matchs à la télé, au travail. Donc si je devais citer 3 joueurs cette année, Sirigu. Je pense que je veux dire, au-delà du joueur qui est un excellent gardien, quand on a vu qu'au bout d'une semaine, il faisait sa première interview en français, je pense que ça montre l'intelligence de la personne et à un poste aussi sensible que gardien de but, avoir quelqu'un qui est capable de s'adapter si rapidement
et voilà, et d'affirmer son caractère si rapidement dans l'équipe. Il est jeune en plus, hein. Je pense que voilà, c'est un gros plus et il est excellent sur le terrain également. Donc non, et bien sûr Sirigu. Ensuite, je dirais Momo Sissoko parce que je trouve qu'il a un abattage au milieu de terrain qui est assez impressionnant. Et puis c'est un sanguin, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie et beaucoup d'agressivité positive dans ce qu'il fait. Et on a dit en début de saison que c'était une équipe qui avait pas trop d'âme, mais je crois que justement ce genre de joueurs, c'est des gens qui apportent un supplément d'âme. Et c'est les joueurs qui vont aller chercher le ballon, qui vont aller se battre sur un ballon qui paraît perdu, qui va faire la différence à la fin. Et ben moi, tu dis Yassine, je me suis dit c'est très bien parce que c'est quelqu'un comme ça. Alors il a un petit peu moins de temps de jeu en ce moment, mais je pense que Sissoko c'est une des grosses satisfactions aussi parce qu'il stabilise le milieu de terrain. Parce qu'on a quand même une équipe qui est facilement déséquilibrable avec énormément de joueurs talentueux offensifs, et d'avoir quelqu'un qui fait tant de travail au milieu de terrain et puis qui surtout sait redonner le ballon assez proprement, ça aide beaucoup. Et puis moi j'aime les joueurs qui ont un peu de hargne comme ça, un peu de grinta, donc ça fait toujours plaisir à voir le maillot du PSG sur le dos d'un de ces joueurs. Et puis alors c'est difficile, j'hésite pour les deux derniers. Je peux en mettre deux à égalité pour la troisième place. Je dirais Mamadou Sakho simplement parce que je parlais d'âme, lui, je pense que les gens se rendent pas compte qu'à son âge, être capitaine du Paris Saint-Germain avec toute la pression qu'il peut y avoir, avec tout ce que ça implique, et puis de pas perdre la tête, d'être toujours, même s'il fait pas de grandes prestations, notamment sur les 2-3 derniers matchs, voilà, les gens je pense que se rendent pas bien compte qu'être titulaire au Paris Saint-Germain, en être le capitaine, être en équipe de France à 22 ans, c'est tout simplement impensable. C'est jamais arrivé, je pense pas que ça arrive très souvent. Il est tout simplement énorme. Et puis je parlais de joueurs égalité, je dirais aussi Néné. Parce que Néné, on lui avait prédit le pire avec l'arrivée de Pastore, Menez et compagnie. Et ça reste l'atout offensif numéro 1 du PSG. Donc respect à Néné. Et puis qu'il continue à faire encore ça pendant longtemps. Parce qu'en plus d'être efficace offensivement, il fait un gros travail défensivement. Donc c'est appréciable. Et puis j'espère que ce sera récompensé par une sélection un jour parce qu'il le mérite. Eh bien, écoutez, Mathieu Lilpanet, je vous remercie d'avoir pris le temps de avec répondre grand plaisir. Et voilà, et on se dit à très très bientôt. À très bientôt. Hey yo, Sap, what's good, bro? This man's kinda high out here. Hey yo, the flyest motherfucker in the room, yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about a budget when you always be the subject of discussion. But it's nothing when you stop and just say fuck it. Cause you walking out in public and you hear him talking rubbish. I just wanna ride through the city in a cutlass. Find a big buck, bitch, somewhere get my nuts kissed. That's the way it goes when you party just like I do. Bitches on my dick that used to brush me off in high school. Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? We gon' take over the world while these haters getting mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have in A&R. We gon' win, you can take the lose or draw. When I'm in, got these hoes who used to play me in they bras. We gon' take over the world while these haters getting mad. Take over the world, watch these haters get mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have. Hop into the car and then we take them to the pad. It's a wrap. And motherfuckers think they know me, but they never met the kids. They'll come with excellence and money make benevolence irrelevant for the fuckers who never been intelligent. I kill my hand, he break the bottle for the hell of it.